Bruxelles, ville d'importante capitale, cela fait maintenant des mois que je me bats contre des robots géants venus d'outre-espace afin de faire régner sur Terre une manière alien de critiquer la question vidéoludique. Je ne sais pas si vous le saviez, mais cela fait maintenant des années que le monde de la critique vidéoludique est dominé par des aliens métaphoriques. Mais dans cet épisode-ci d'une émission de critique venue de Belgique, je vais vous montrer qu'il est parfaitement possible de se battre et de gagner contre l'envahisseur venu d'ailleurs. Tu devineras jamais qui ils ont envoyé. Alors je vous présente tout de suite mes excuses parce que cet épisode va vous sembler particulièrement étrange et peut-être même déprimant. Je me suis rendu compte en le réalisant que décidément ce n'était pas le moment pour faire des humoristiques plaisanteries et des choses stylistiques. Je vais donc simplement critiquer des jeux. Alors vous avez vos blagues, elles sont totalement indépendantes des critiques et vous avez votre incroyable scénario. C'est un scénario que j'avais teasé, que je me sens donc nécessairement responsable. Je vais vous le livrer, de la meilleure manière. Il y aura un combat gigantesque et atmosphérique dans l'atmosphère de Bruxelles. Il y aura un danger sur Bruxelles qui était le même que celui que je vous ai présenté il y a 6 mois, n'allez pas réfléchir trop profondément à tout cela, c'est simplement une émission de critique vidéoludique venue de Belgique et elle est disponible gratuitement sur internet grâce aux efforts sympathiques des gens de notre comme ça, je vous l'ai dit, vous le savez, c'est un jeu dont certaines critiques ont été commandées par les gens qui m'ont donné des moyens afin que je puisse la réaliser. Mais lesquels, ça la question se pose, je vous laisserai deviner tout au long de cette magnifique émission qui est censée être la plus longue de l'histoire de Pushta dans un système de représentation qui est totalement neuf et qui vous permettra donc de voir des jeux qui ont été upscalés en 1440p mais que décidément ils tournent tous en 1080p ou plus bas parce qu'ils sont bien là, représentés dans leur magnifique résolution d'origine dans les critiques. Donc ici c'est Godzilla, un jeu Natsume publié par Bandai Namco Games. À une époque, ça s'appelait aussi Namco Bandai Games. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais parfois les compagnies changent tellement de nom qu'on ne sait plus comment les appeler. C'est assez étrange. C'est publié donc par Bandai Namco Games sur PlayStation 3 et PlayStation 4 en 2015. La version occidentale que vous avez sous les yeux s'appelait en Japon Godzilla VS et c'est une expansion du jeu de base avec plus de personnages. Alors Natsume, c'est une compagnie qui est fondée en 1987. Ils sont actifs dès les débuts de la NES. Ils seront plus connus pour les gens que l'on connaît actuellement par cette série qui s'appelle Harvest Moon. Ils ont cependant aussi produit entre autres les titres suivants dont je vous ai peut-être déjà parlé: Wild Guns, un excellent jeu avec des cowboys; Shatterhand, un jeu qui était excellent mais que c'était certainement un jeu avec des Metal Heroes à la base et qu'ensuite on a dit non, on va mettre un personnage un peu plus, je sais pas si vous voyez Stallone, je sais pas si vous voyez Schwarzenegger, mais on veut que ce personnage soit un peu plus comme cela. On voudrait pouvoir vendre ça à la génération Terminator. Les gens ont dit d'accord. Ils ont aussi fait Abadox, l'un de ces fameux rares shmup gore de la NES. Ils ont aussi travaillé sur Kiki Kai Kai qui est connu par les anglophones sous le nom de Pocky et Rocky. Ils ont aussi fait les Lufia et Big Mother Truckers, qui n'est pas nécessairement le moment le plus particulièrement intéressant de leur grande ludographie de cette création vidéoludique qui leur est propre, mais ils ont aussi créé ce jeu. Alors ce jeu, je veux pas aller prétendre qu'il est extraordinaire, mais il faut bien admettre ceci, c'est un jeu qui a les fondamentaux d'être un jeu Godzilla. Vous jouez un personnage particulièrement lent, et c'est ça le truc le plus étrange, c'est que vous faites tourner le personnage avec les touches L1 et R1 de votre manette. C'est aussi étrange que ça puisse paraître, c'est comme ça qu'on opère ce genre de bête. Et donc, vous allez vous battre de manière particulièrement pataude contre des monstres géants comme ici Jet Jaguar, le défenseur de l'humanité, qui n'est pas du tout un clown qui fait peur, qui n'est pas du tout une repompe d'Ultraman, mais bel et bien un puissant guerrier du bien, un
créé par des Japonais afin de sauver le monde, car c'est bien là de ça dont il est question. Il va falloir essayer de sauver le monde, ne serait-ce que de manière métaphorique, alors que l'horreur est à nos portes et qu'elle nous a frappé durement, c'est certain, et cela où que vous soyez. Il faut se dire que c'est un titre qui est supervisé par Mitsuo Matsumoto, qui laissa autrefois sous-entendre que décidément il avait travaillé sur le jeu Mighty Morphin Power Rangers The Movie, ce qui en français veut dire la puissante morphine des ranchers, ou peut-être même des vachers, de la puissance, le film, aussi improbable que cela puisse paraître. C'est aussi un mec qui a travaillé sur Omega 5, un shmup qui était disponible sur XBLA sur 360, et il a aussi travaillé sur Okuto no Ken Sekimatsu Kyuseishun Densetsu sur PlayStation 1, un jeu dont on disait à l'époque qu'il était très réussi d'un point de vue scénaristique, parce que décidément les gens qui y avaient joué pensaient qu'il semblerait peut-être judicieux de présenter le scénario d'Okuto no Ken, mais par une espèce de BD interactive. C'était un jeu, j'aurais aimé y jouer, mais je n'ai jamais eu les moyens de me le payer en import, et je n'avais pas nécessairement une PlayStation pucée, parce que j'ai toujours fait les choses le plus réglo possible, aussi bizarre que ça puisse paraître. Il a aussi travaillé sur Gundam Battle Assault, ce fameux Mitsuo Matsumoto, et il est ici en train d'être aidé par son designer traditionnel, Kunio Suzuki, un type qui est donc adoré par toutes ces magnifiques voitures et motocyclettes Suzuki, pour des raisons évidentes de base de jeu de mots sur son nom, cela semble relativement logique. Il a toujours travaillé avec Mitsuo Matsumoto, il a ici fait un jeu où un type qui s'appelle Jet Jaguar, qui est en fait un gigantesque robot, est capable de faire un dropkick et que soudain l'angle se change, et qu'on va toujours et encore se battre, et on peut se battre en étant Godzilla ou en étant l'un des autres qui sont disponibles dans ce jeu-ci, et ça c'est la revanche de Jet Jaguar en quelque sorte, parce que Jet Jaguar c'est un personnage, il a toujours été relativement faible dans ce type d'univers, mais qu'ici il est parfaitement capable de se défendre, il est parfaitement capable de défendre le Japon, et ça c'est quelque chose qu'on ne voit que dans les jeux vidéo en quelque sorte. Jet Jaguar qui est le héros de quelque chose de particulier, le héros de quelque chose de relativement beau, c'est-à-dire que vous allez arrêter tous ces lasers qui sont atomiques, vous allez même arrêter les lézards qui sont sortis de leurs explosions, et vous allez faire un Asai Moonsault en faisant près de 60 mètres et 40 tonnes, c'est relativement extraordinaire. Alors le jeu qui vous est présenté ici, c'est évident, il n'est pas terrible non plus, mais il n'est pas nécessairement mauvais. Je veux dire, il a un petit charme suranné, c'est un jeu de série B qui aurait tout aussi bien pu être réalisé sur PlayStation 2. D'ailleurs, ces graphismes ne sont pas très très loin de ce qu'on peut faire quand on est entre cet étrange delta entre la PlayStation 2 et la PlayStation 3. Et c'est un jeu, j'ai été très étonné parce que je l'ai acheté plein prix, puis après j'y ai joué, je me suis dit, mais en fait ça marche plutôt bien. Ce n'est pas un jeu déplaisant, c'est un jeu qui vous met bel et bien dans la peau de gigantesques monstres qui détruisent des trucs et que parfois ils ont des pouvoirs supplémentaires et qu'ensuite ils se battent et qu'ils se battent pour détruire ou défendre la Terre, et que c'est pas un jeu déplaisant. Alors ce n'est pas un jeu particulièrement réussi par des purs systèmes de représentation graphique qu'on pourrait s'attendre à avoir dans les œuvres vidéoludiques modernes, mais par le gameplay particulièrement pâteau, c'est un jeu qui est réussi. Alors c'est un jeu, j'aurais tendance à le mettre dans cette classe plutôt même que l'on pourrait considérer être celle d'Ultraman. Ultraman sur Super NES, il y a beaucoup de gens qui ont fait florès du fait de dire que ah mon dieu c'est un jeu de merde et tout ça et tout ça, mais quand on y joue en fait, on prend plaisir à se rendre compte qu'ils ont essayé de retranscrire de manière relativement réaliste l'action d'un épisode d'Ultraman. Et ici, ils ont essayé de créer une forme de version vidéoludique d'un Kaiju Ega, et cela marche plutôt pas mal. Vous avez ici un incroyable featuring de Burning Godzilla. Vous savez, à un moment, il y a des cellules de Biolante qui sont rentrées dans le cœur de Godzilla, et cela a fait cet étrange Godzilla qui a un cœur atomique qui le détruit et qui lui donne des pouvoirs spéciaux qui font que dans des situations normales, Jet Jaguar ne serait pas capable de s'en défaire avec ses pouvoirs qui sont à base de je suis en train de devenir une petite marionnette, je peux être bougé sur un fil et je vais te taper dans les genoux, comme ça va te faire très mal. Mais dans ce jeu-ci en particulier, qui n'est pas particulièrement réussi, autant l'avouer, on prend plaisir à avoir la possibilité de se lancer dans des défis impossibles, comme ici, sauver le monde avec Jet Jaguar. Et cela vaut quelque chose, cela vaut généralement 30€ maintenant, si jamais vous avez décidé de l'acheter, et si vous êtes fan de Godzilla, vous y trouverez votre compte. Si vous êtes fan d'étranges jeux de combat, de duel, peut-être que vous y trouverez votre compte. En tout cas, il faut avoir connu le Kaiju Ega pour prendre plaisir à ça, et je suis certain que certaines personnes qui sont de l'autre côté de l'écran prendront plaisir à incarner Godzilla, ne serait-ce que quelques instants, ou peut-être même d'incarner Jet Jaguar et ainsi le rendre triomphatoire dans ce monde particulier, celui du jeu vidéo, où tout est possible, figurez-vous.
Oui, excuse-moi, est-ce que tu es devenu un animal? T'es encore là? Je crois que je vais avoir besoin des gros guns. Je pensais que je t'avais dit les gros guns. On avait dit les gros guns. Je suis censé faire quoi avec ça, moi? Avec la complicité d'Emma de Cône? Il a une fille? Ne vous inquiétez pas, les gros guns arrivent, mais en attendant, je voulais vous parler quelques instants de Beyond Good and Evil HD, la version HD de Beyond Good and Evil, un jeu Ubisoft Montpellier, parce que j'en comprends, c'est une ville, publié par Ubisoft sur PC, PlayStation 2, Xbox et GameCube en 2003, puis à nouveau sur PC, PlayStation 3 et 360 en 2011 par le truchement de cette incroyable idée qu'on a parfois des jeux qui sont remasterisés. Et ce jeu-ci en particulier a la capacité de profiter du fait d'être remasterisé. Il est plus joli, vous avez la possibilité d'y jouer de manière plus stable et surtout avec une sortie progressif, ce qui fait que d'une certaine manière, il est plus joli qu'il ne l'était à l'époque. Il aurait été encore plus joli sur PC, mais j'ai eu droit à des abattements fiscaux en l'utilisant sur PlayStation 3, voyez-vous, car il était moins cher, tout simplement moins cher. C'est pas nécessairement la meilleure version, mais admettons-le, le gameplay reste le même. Donc vous incarnez Jade, c'est une petite demoiselle qui décidément elle est cool parce qu'elle porte des baguilles et elle a des chaussures Converse, et que donc on peut s'identifier au fait que c'est une fille cool avec des chouettes chaussures et des pantalons baggy, et elle va devoir sauver son monde de l'infamie de méchants gens que décidément, ce sont des DOMs, et sur la planète Illis, voyez-vous, il y a une attaque d'un méchants aliens. Ces méchants aliens sont des DOMs et on ne sait pas précisément pourquoi, mais il semblerait que le gouvernement soit déjà sous leur emprise car il facilite leurs efforts. Or, vous allez être récupéré par un network, le Iris Network, qui va vous dire il est temps d'apprendre des choses, de faire des photos, vous êtes un journaliste. Et c'est aussi pour ça que les journalistes de jeux vidéo ont tant apprécié ce jeu, parce que vous jouez une fille dans un jeu qui était fait par des Français et que vous jouez un journaliste et que vous essayez de détourner les terribles efforts d'un monde où on essaye même de vous faire penser que, c'est certain, il y a collusion entre les gens du gouvernement et les méchants aliens, et vous allez devoir le découvrir, car qu'arrive-t-il à vos concitoyens, et des questions qui se posent. Alors vous avez aussi un oncle qui s'appelle Paige, et Paige, c'est un tonton, mais c'est aussi un cochon, et ça n'en a rien de sale. C'est un type très sympathique et il veille sur vous, et c'est vraiment un type très sympathique. C'est probablement l'un des personnages de jeux vidéo les meilleurs écrits de cette génération-là de jeux. Alors il faut aussi admettre que comme jeu, c'est grosso modo un simili Zelda, vous voyez, c'est un simili Star Fox Adventure même. Ce n'est pas particulièrement extraordinaire, mais ça fonctionne plus ou moins. Le gameplay qui vous est présenté est très étrange, c'est un mélange de séquences furtives, de séquences de conduite et de séquences de plateforme inspirées d'un Zelda, donc vous imaginez très bien que parfois vous pouvez faire une petite par-dessus un truc, et que vous avez aussi ces magnifiques séquences de conduite qui sont parmi les plus approximatives qu'il m'a été donné de voir dans cette génération-là de jeux en particulier. Alors c'est aussi doté d'un design qui est assez rafraîchissant à voir, je veux dire, ça ressemble un peu à une de ces bandes dessinées françaises qu'on aurait vu dans Cho à l'époque, un monde improbable et des blagues qui sont relativement plaisantes à voir. C'est pas un monde qui est déplaisant par l'univers qui vous est présenté. Je n'aurais pas non plus tendance à penser que c'est un chef-d'œuvre ultime de gameplay, et j'aurais tendance d'ailleurs à penser que les productions Michel Ancel, parce que c'est un jeu dirigé par Michel Ancel, c'est un type qui a créé à une époque, vous savez, Rayman, le fameux héros handicapé, ainsi que ce grand classique intemporel qu'on appelle Peter Jackson's King Kong, the official game of the... Et j'aurais tendance à dire que ce qu'il y a de plus faible dans ces jeux, c'est toujours le gameplay. C'est un type d'ailleurs, quand il parle à des designers, il dit « Je ne sais pas comment vous faites pour faire le même jeu deux fois, car moi, je n'ai jamais fait le même jeu deux fois. » Et c'est aussi pour ça que les meilleurs jeux des séries qu'il a inventés sont généralement réalisés par d'autres. Pensez à la différence entre Rayman, Rayman Origins, Rayman Legends et toutes ces choses-là. Vous comprenez de quoi je suis en train de vous causer. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Continuez à penser que Michel Ancel est probablement le Miyamoto français. Et c'est vrai, il est probablement le Miyamoto français dans le sens où il fait les mêmes jeux que Miyamoto, et que décidément, parfois, voilà, ils en font un bon jeu sur ces séries à lui. Et que j'aurais tendance à penser que c'est pourtant un jeu qui est parfaitement acceptable. Il est très étrange par certains rapports, mais son univers est plaisant, étrange et relativement atypique. C'est quelque chose que l'on ne voit pas tous les jours dans la traditionnelle production vidéoludique. On sent un petit côté dépaysement. On sent que c'est un jeu européen. C'est un jeu qui n'est pas boum boum bam 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 très américain. C'est pas non plus un jeu japonais qui aurait une pureté de design réalisée sur la compréhension profonde d'un système vidéoludique porté à sa perfection. Mais c'est bel et bien un jeu qui est quelque part entre les deux. Il a quelque chose d'attachant. C'est que quand vous y avez joué, vous pouvez pas
Et ça, c'est relativement rare déjà. Alors j'aurais aussi tendance à penser que le scénario se casse la gueule vers la fin, et je vais vous dire précisément maintenant pourquoi, parce qu'en fait vous êtes une princesse de l'espace, et c'est là qu'on se rend compte que décidément, bon bah voilà, ce n'était pas aussi nécessairement intriguant qu'on pouvait le penser, et qu'il y aura un jour une suite qui va élucider, semble-t-il, ces problèmes particuliers, que je prendrai plaisir à y participer, je dois dire. C'est pas un jeu que je mets très haut sur les plus grands classiques de l'histoire du jeu vidéo, mais je comprends pourquoi il a des fans, je comprends même pourquoi il a des fans un peu partout sur la planète. Cela doit sembler particulièrement atypique à un joueur japonais de soudain se jeter dans le cerveau d'un français. Alors c'est un scénario de Michel Ancel et de Jacques Exertier, le designer de l'exécrable Les Aventures de Tintin le jeu, et le game design est réalisé par Sébastien Morin qui a travaillé sur MJ, ce qui veut dire Michael Jackson The Experience, Beowulf le jeu et la série des Just Dance. Il est aidé dans tout ça par Michel Ancel qui, comme vous le savez, a fait Brain Blaster sur Atari ST à l'époque. Les musiques sont de Christophe Herral qui avait fait la musique de l'exécrable, je le répète une dernière fois, jeu The Adventures of Tintin, The Game, et que ce qu'on vous propose ici, c'est des étranges périodes de furtivité où un type est en train de se tourner à gauche, puis après voyez-vous, il va se tourner à droite parce que son l'animation c'est ça, c'est qu'il aille de droite à gauche et qu'ici, oh non, il me tourne le dos, donc je vais aller taper dans son armure de combat avec des Converse, et que décidément, non mon dieu, il est défait parce que ces aliens ne sont pas très intelligents. Vous avez aussi des moments assez étranges et intrigants où décidément, vous avez une séquence, vous êtes sur un rail et le rail vous permet de faire des incroyables sauts avec cet effet cinématographique, et que vous avancez, que décidément ça vous rappelle peut-être les meilleurs moments de Remember Me. C'est normal, c'est un peu la même idée. Vous avez parfois ces incroyables moments cinématographiques où vous êtes en train de courir sur des toits et que des toits sont face à vous et que, oh, soudain, la caméra est moins pratique et oh non, un effet de slow motion digne de Max Payne, enfin presque digne de Max Payne, parce que ici c'est purement esthétique, et c'est un jeu qui est purement esthétique. Malheureusement, j'ai tendance à penser que la question vidéoludique c'est avant tout du gameplay. C'est pour ça que j'aurais toujours tendance à considérer qu'il n'arrive pas à supplanter ses augustes prédécesseurs, disons, que sont The Legend of Zelda, Ocarina of Time, ou peut-être Star Fox Adventure, parce que vous voyez, c'est aussi l'histoire ici d'un furry qui utilise un bow pour se défaire de ses ennemis. Vous aurez remarqué que voilà, c'est un jeu qui a le mérite d'exister. J'étais assez plaisamment surpris de me dire que décidément la version HD est plus HD que l'original, et que voilà. Maintenant, est-ce que c'est un très très grand classique du jeu vidéo? Jay, dis-le-nous maintenant, cette blague que j'avais prévue de manière intelligente. Et elle vous fait non du signe de la tête, ce qui veut donc dire qu'elle est d'accord avec moi. C'est étrange. Si c'est comme ça... Vous voyez, c'est dur à dire, mais cette vidéo d'introduction pour ce jeu-ci en particulier est malheureusement bien meilleure que ce que ce jeu peut avoir de judicieux à requérir quand il est en train de vous dire « Il faut que tu me présentes dans une émission parce que Tales of Graces... » Vous voyez, c'est vraiment pas quelque chose dont je peux dire que ce soit un moment mémorable de ma vie. Alors, c'est un peu ça aussi le jeu vidéo, c'est que le jeu vidéo, pour moi, ça fait tellement longtemps que je suis dedans que ce sont des moments mémorables de ma vie. J'ai commencé à jouer en 1989, pour vous donner une idée, et j'ai souvenir d'avoir joué dans ces incroyables endroits qui s'appelaient des titres qui étaient délicieux et qui avaient la possibilité de vous apprendre comment vous étiez censé y jouer en moins de quelques secondes. Imaginez ça. Vous aviez un retour sur le gameplay qui était tellement rapide qu'en quelques secondes, vous saviez ce que vous étiez censé faire. Et ce jeu-ci en particulier, c'est l'enfer parce qu'il a décidé qu'il allait vous apprendre la manière dont vous étiez censé y jouer en plus d'une douzaine d'heures. Et après la première douzaine d'heures, qui est particulièrement chaotique et peut-être même chaoteuse, vous avez le droit à un jeu vidéo qui prétend faire partie de la troisième plus grande série de
de l'histoire du jeu vidéo. Et c'est ça que les fans de Tales of vous diront toujours, c'est que c'est la 3e plus grande série de l'histoire du RPG japonais, du JRPG en quelque sorte. Or, j'aurais tendance à penser que sur cette planète qui est la nôtre, en quelque sorte, vous êtes dessus, je suis dessus, il y a 3 séries de jeux vidéo japonais de RPG, que c'est Dragon Quest, la première, parce que d'un point de vue purement qualitatif, on peut quand même dire que la qualité est au rendez-vous. Quand vous achetez un jeu de la série Dragon Quest, vous avez toujours quelque chose de réussi, quelque chose de parfois même mémorable, mais surtout de relativement familier qui participe à une grande tradition, celle du JRPG, ce RPG japonais. Qu'en numéro 2, vous devriez peut-être avoir soit Persona, soit Final Fantasy, ça dépend, c'est selon, hein. Peut-être vous avez plus de sympathie pour les aventures maintenant des petits-enfants qui ont des magnifiques mèches de cheveux à cause de Tetsuya Nomura, ou que vous avez de la sympathie pour la série Persona qui est un peu plus profonde dans cette darkitude adolescente, qui est assez sympathique à voir de temps à autre quand elle fonctionne, et qu'on peut dire que les jeux Atlus sont toujours de qualité, alors même que les Final Fantasy sont un peu en train de se chercher. Et on peut dire ici que vous avez Tales of Graces, c'est un jeu Namco Studio publié par Bandai Namco Entertainment Inc. à l'époque où il se nommait encore Namco Bandai Games d'ailleurs, sur Wii en 2009 et plus tard sur PlayStation 3 en 2010. C'est la version occidentale sortie en 2012 que je vous présente ici et que j'ai eu au rabais sur PlayStation. C'est assez étrange à dire, ce n'est pas comme si j'étais payé pour le dire, mais je vous le dis quand même parce que je n'aurais jamais payé un jeu comme ça à plein prix. Il faut bien l'imaginer, car je sais bien ce que c'est. C'est un jeu qui fait partie d'une série qui avait commencé en 95 sur Super NES et qui a la particularité d'avoir été inventé par le très célèbre Yoshiharu Gotanda, l'actuel président de Tri-Ace. Alors vous remarquerez maintenant que ceux qui sont censés s'en occuper ont disparu. C'était le fameux Namco Tales Studio, le nom d'une portion de Telnet qui s'appelait à l'époque Wolf Team, parce que je sais de qui il est question, et que Wolf Team, on peut dire que décidément c'est Treasure numéro 2, mais ils ont aussi fait des RPG, ils ont fait celui-ci, donc on peut se poser des questions, et que maintenant ils sont totalement dissous, ce qui n'est pas cher, mais qu'ils n'existent donc plus. Donc les anciens de Telnet, ils ont fait des jeux Tales of pour Namco, et qu'ensuite il y a des autres gens de chez Telnet, ils ont été obligés de finir les incroyables contrats qu'ils avaient pour faire cette série, qui est pourtant couronnée de succès et qui autrefois avait des représentants particulièrement réussis. Je pense à Tales of Symphonia, qui était à l'époque particulièrement sympathique, et surtout sur GameCube où on se rendait compte que, en fait, oui, il était possible de faire des RPG japonais, et qu'ils avaient la particularité d'être bon enfant pour enfants et relativement sympathique, par un système de combat qui faisait penser que chaque combat était judicieux, que vous pouviez prendre plaisir et participer. Et ici, vous avez l'histoire de protagoniste générique de jeux vidéo japonais numéro 2076 dans jeux vidéo générique japonais de RPG numéro 2076, et que vous êtes en train de vous demander qui peut bien considérer qu'il est judicieux de perdre 3 jours entiers de sa vie par petites tranches à faire le tour de ce truc qui est, grosso modo, comme Final Fantasy XIII, un gigantesque qui va de A à B, puis de C à D. Je peux être certain qu'il passe par F, parce que ça s'appelle Tales of Graces F. C'est un titre dirigé par Kazuya Ishizuka, le scénariste de Tale of Destiny sur PlayStation 1. C'est produit par Hideo, 3 petits points, mais pas Hideo Kojima, non, Hideo Baba, vous l'avez dans le Kojima, le producer d'Endless Sonata, ou même de Blue Dragon Awakened Shadow. C'était celui sur DS, comme ça vous le savez. C'est sur base d'un design de Tatsuro Udo, et pour vous donner une idée à quel point ils sont en train de racler le fond quant au talent qu'ils peuvent amener sur cette série, c'était le mec qui s'était occupé de designer, de programmer la map du Tales of Nya 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 originel qui était sorti sur Super NES. Voilà. Le scénario de Daisuke Kiga, qui n'a semble-t-il jamais rien écrit d'autre dans sa vie, si ça c'est pas un signe de qualité, et les musiques sont de Motoi Sakuraba, vous savez, de Dans Shield 21, et c'est aussi un gars de chez Tri-Ace, il est aidé dans tout ça par Shinji Taruma, ce qui sonne un tout petit peu comme Shinji Tarama, et cela me donne maintenant un peu faim. Donc c'est un jeu, n'y jouez pas, surtout n'y jouez pas, c'est un jeu qui est relativement chiant, qui est carrément en train de faire remonter dans mon esprit de genre 2 à 3 places. C'est dire, j'ai vu des mauvais RPG japonais, j'en ai vu des paquets, j'en ai vu des bons aussi. J'ai joué à Lost Odyssey, j'ai trouvé que c'était particulièrement réussi, et je me suis dit parfois qu'il était même possible de faire des phrases sur des jeux en n'ayant pas la possibilité de retomber précisément sur la même fin de phrase, afin que cela ne donne pas le même sens à ce style d'emphase. Et merde, je me suis foiré. Toujours est-il que ici vous avez un jeu qui est parfaitement générique, totalement générique, et certainement l'un des pires représentants de sa série. J'aurais tendance à vous conseiller, si jamais vous aimez celui-ci, d'essayer Tales of Symphonia. C'est à peu près le même jeu, mais le scénario fait un peu plus sens, il prend certainement pas 12 heures à commencer, et qu'on peut simplement dire ceci, c'est, mais qui a le temps de jouer à ces jeux? Parce qu'il faut bien se dire ceci, c'est qu'on est tous très mortels, on est sur une planète qui nous amène grosso modo de notre naissance à notre mise en bière, que la seule chose qu'on puisse dire, c'est que les heures que vous passerez à jouer à ces jeux-là, vous les reverrez plus jamais, on serait jamais que tout d'un coup, sur votre lit de mort, vous soyez en train de vous dire « Ah, si seulement je n'avais pas joué à Tales of Graces F !» Merci Henri, mais de rien.
Et toujours est-il que voilà, c'est un jeu qui est parfaitement dispensable, et j'aurais tendance à penser que la manière dont il a été noté est une supercherie du monde de la critique vidéoludique moderne. Alors, je vais pas aller vous faire tous les effets faciles et vous dire ceci et cela, mais c'est un jeu qui a 4 sur 5 sur Metacritic, ce qui est assez incroyable. Et sur jeuxvideo.com, il a 17 sur 20, ce qui vous donne une vague idée de quoi il est question. Si jamais vous voulez une avis bas de plafond, vous allez sur jeuxvideo.com. Donc, toujours est-il que ici, c'est l'histoire de Asbel et son ami, qu'on ne sait pas précisément pourquoi. Voilà, c'est un monstre, mais est-ce que c'est un monstre alien? Est-ce que c'est un monstre robotique? Est-ce que c'est en fait un Oni? C'est impossible à savoir, mais que voilà, c'est une demoiselle avec des cheveux qui vont plus bas que ses pieds, que voilà, elle se sacrifie, mais que vous ne savez pas pourquoi elle se sacrifie, mais elle se sacrifie pour vous, et que décidément, elle permet de stopper la darkitude quelques instants, et qu'ensuite vous allez devenir un preux chevalier qui a la possibilité d'être un protagoniste générique de jeux vidéo japonais de RPG, et qu'ensuite, qu'est-ce qui se passe de choses improbables? Les choses improbables se succèdent les unes après les autres, et vous avez même la possibilité de, si ça c'est pas stupéfiant et c'est étrange, retrouver cette fille qui était amnésiaque à la base et qui est amnésiaque de nouveau, mais est-ce la même, ou est-ce un autre modèle, ou est-ce un robot? Et je vous laisse le soin de découvrir ça vous-même. Si vous voulez passer des jours entiers de votre vie à jouer à des jeux médiocres, c'est votre problème, c'est vous qui le faites. Moi, je sais bien que j'ai fait les 20 premières heures et que je me suis demandé précisément ce qui était en train de se passer dans ma vie, et que j'étais en train de jouer à un mauvais JRPG. Donc, pour faire un peu un retour sur la chose, si jamais vous voulez jouer à un Persona, c'est comme ça, je fais le mouvement avec le pouce vers le haut de ma main, je sais pas pourquoi. Si vous voulez jouer à des Final Fantasy, je peux encore comprendre, parce qu'il y a certains Final Fantasy qui sont parmi les meilleurs du RPG moderne, les meilleurs même de ces RPG classiques. Quand on regarde les RPG modernes, c'est quoi? C'est Bravely Default, par exemple. Les Bravely Default, qu'est-ce que c'est? C'est Final Fantasy 3, faut pas déconner les enfants. Les meilleurs RPG, c'est les vieux RPG, ils ont ce côté suranné, et celui-ci, c'est simultanément une plateforme multimédia pour vous vendre des animés et tout ça. Comme ça, vous pouvez acheter un box set avec 4 épisodes et ça coûte 60€. Oh yeah! Vous avez la possibilité d'avoir des Blu-ray. Et qu'ici, vous avez des trucs, vous avez des machins, mais c'est grosso modo l'une de ces licences dont on se dit que Namco a besoin pour pouvoir faire des produits dérivés. Comme ça, les gens, ils peuvent les acheter dans les gachapon et qu'ils peuvent ensuite les commander sur Internet et qu'ils ont des étranges statuettes. Et voilà, c'est à ça que ça sert. Si je vous disais que c'est un jeu auquel j'ai pris plaisir à jouer, je mentirais totalement, et je vous dirais certainement que ce serait un terriblement mauvais moment pour la critique vidéoludique, car je serais totalement devenu faux cul. Dites-vous simplement que Tales of Graces, c'est tout simplement assez mauvais, et que si vous n'êtes pas dans le public qui apprécie ça, c'est beaucoup plus bas que 17 sur 20 que vous pouvez le mettre. Vous pouvez le mettre genre à beaucoup plus bas, mais vraiment beaucoup plus bas. Je vous dis ça, je suis le masque de Pushta, et je vous dis ça en sachant que c'est certain. Si vous aimez ça, c'est très bien, chacun ses petites particularités, mais bon, si c'est pour jouer des jeux où il y a des gens qui se rencontrent des filles amnésiaques tous les 5 ans devant le même marbre parce qu'il faut recycler des assets, voilà, c'est votre vie à vous, c'est pas ma vie à moi, et je préfère qu'on ait chacun un petit camp à soi. Restez chez vous avec vos effets de RPG japonais à la... Je me souviendrai de Tales of Symphonia comme il l'était, c'est-à-dire un jeu sympathique supérieur à celui-ci, et un jeu auquel j'ai joué avec plaisir, contrairement à Tales of Graces. Et voilà, enfin, les gros guns. Car dans cet épisode-ci, je vous avais dit que l'on allait se défaire de l'envahisseur alien purement métaphorique de manière vidéoludique. Et ici, il sera donc question de se battre contre des aliens venus faire la guerre sur la planète Terre pour asservir l'humain. Cela semble relativement logique, cela semble relativement compréhensible, cela semble relativement humain de leur part quand on y réfléchit posément. Alors ici, il y a un jeu face à vos yeux, et ce jeu que vous avez face à vos yeux est du style un peu jeu de tactique comme ça, parce que décidément, ce n'est pas un jeu stratégique, car vous le savez certainement, le nombre d'unités que vous avez
avez à votre disposition joue pour beaucoup dans cette appellation. J'ai remarqué que les jeux de stratégie en temps réel, il y avait toujours beaucoup d'unités, en quelque sorte, et que les jeux de tactique, vous avez l'utilité de plusieurs incroyables unités que vous allez devoir utiliser afin de foutre défaire de l'ennemi qui est posé sur une map, et que c'est comme ça. Il y a une manière optimale de s'attaquer à ce type de problème, et c'est celle-là que vous devrez trouver en essayant avec vos petits doigts, en faisant des petits effets, en faisant des recherches technologiques pour augmenter la capacité technique de cet incroyable assemblage de soldatesques réunis sous vos incroyables doigts, qui s'appelle cependant, je vous rappelle, mais je ne devrais pas, le Extraterrestrial Combat Unit. C'est comme ça qu'ils s'appellent les XCOM en fait. Je ne sais pas si vous le saviez, la plupart des gens qui critiquent les jeux sur internet ne le savent plus de nos jours car ils ne sont certainement pas capables de faire des petites recherches ou qu'ils n'ont pas joué à l'original de 94 comme je le fis, et je ne le fis pas sur Amiga, je ne le fis pas sur DOS, non, je le fis un an plus tard quand il est sorti sur PlayStation, premier du nom, aussi étrange que cela puisse paraître. Donc, ici vous avez un jeu, c'est le premier mais en plus nerveux, il est beaucoup plus nerveux, c'est le genre de jeu qui peut arriver à vous faire, je ne sais pas moi, sécréter de l'adrénaline, ce qui n'est pas rien pour un jeu de tactique. C'est un jeu qui nécessitera beaucoup de réflexion et qui en plus fera de vous quelqu'un de moins nécessairement peureux que vous ne l'étiez quand vous jouiez au premier, car il faut bien l'admettre, c'est un jeu de pantouflard. Le premier, ce sont des gens qui s'amènent vers vous centimètre par centimètre en faisant à chaque tour, et que décidément à la fin on se disait mais c'est normal que ce soit chiant de te regarder jouer à ce jeu mec, parce que ça fait 256 tours pour une map, on est censé la terminer en 12, et ainsi le jeu a été altéré afin de permettre plus de célérité dans le mouvement, et c'est ainsi qu'il va vous forcer à devenir un encore meilleur joueur de XCOM, car ce titre s'appelle XCOM 2, d'accord, c'est un jeu de Firaxis Games publié par 2K Games et distribué par Take-Two Interactive en 2016 sur PC, Mac et même Linux, là où je ne sais pas si vous vous en souveniez mais je vais vous le répéter maintenant, et je le répète une dernière fois, je ne devrais pas, vous devriez être plus... Vous ne l'êtes. Le premier était aussi sorti sur 360 et PlayStation 3, ce qui n'est pas le cas de celui-ci. En tout cas, ce n'est pas, en quelque sorte, un jeu qui a été déjà porté sur console. Peut-être que ce sera le cas plus tard, mais quand je vois la manière dont il est sorti, je vais vous en parler quelques instants, ce serait peut-être une bonne chose qu'ils attendent plus longtemps avant de sortir les jeux qu'ils sortent de chez Firaxis Games, les gars de chez Take-Two. Car je vais vous dire que le jeu auquel vous aurez le plaisir de jouer quand vous aurez l'idée peut-être de vous y attaquer un jour de manière improbable, est très différent de celui auquel j'ai eu le déplaisir de jouer, car il faut bien se dire qu'après les 2 premiers patchs, c'est un jeu totalement transformé que celui que vous avez sous les yeux. Quand j'y ai joué, il y avait des problèmes dans les enchaînements de ces petites séquences cinématiques qui faisaient que parfois on avait, je sais pas moi, une action qui devrait prendre 3-4 secondes qui prenait quelque chose comme 45, 50, voire 1 minute, incroyable à être déroulée face à vos faciès ébobis, et vous dites ceci, admettons-le, c'était un jeu, il était sorti pas fini, mais c'est un peu ça que c'est devenu le jeu vidéo ces derniers temps. C'est-à-dire que avant, et je dis ça en ayant une connaissance de ce dont il est question, je veux pas juste avoir l'air rétro-nostalgique ou coquette, d'ailleurs je ne le suis pas, je pense pas nécessairement que le jeu vidéo était meilleur avant, mais il faut bien se dire ceci, il était terminé quand il finissait sur les étals. C'était l'un des grands avantages de la technique du jeu sorti sur console, c'est que, vu qu'on n'avait pas la possibilité de le patcher, on était censé le soigner davantage, se débrouiller pour qu'il ait moins de bugs terribles que les incroyables trucs qu'on vous vendait sur PC. Et maintenant, tous les jeux, en quelque sorte, sont devenus des jeux PC, c'est-à-dire qu'ils finissent inachevés, et que d'ailleurs quand on devra y jouer dans le futur, si jamais les structures qui sont censées soutenir leur fonctionnement viennent à disparaître, imaginez que quand Steam, ou du moins si jamais Steam devenait un jour obsolète et que cela n'existe plus, vous auriez donc des jeux version vanille totalement pourris, ce serait ça qui serait disponible pour les data miners quand ils seraient en train de travailler sur les jeux PC qu'ils auraient eu la possibilité d'archiver sur Media, je vous le rappelle, car c'est aussi ça le problème du dématérialisé, c'est qu'il n'offre finalement que peu de futur au domaine vidéoludique quand on y réfléchit posément. Et ce n'est pas un constat alarmiste que celui que je fais ici, j'imagine qu'il y aura toujours le monde de la piraterie pour sauver les miches à ce terrible patrimoine de l'humanité qui n'a jamais réellement été assez sérieusement sauvegardé, mais voilà, il faut se le dire, le jeu que vous voyez actuellement avec vos yeux est considérablement plus réussi que ne l'était celui auquel j'ai eu la possibilité de jouer pendant près de 40 heures avant que ces crétins sortent le patch, et que je me suis dit oh, je vais faire un épisode de critique cruelle, puis après j'ai vu le jeu, il était pas prêt pour qu'on puisse en parler. Je me suis dit, je vais retarder toute l'affaire afin de pouvoir au moins avoir un verdict sur un jeu qui, de 1, est terminé, que de 2, je ne devrais pas l'assassiner, car la version à laquelle j'ai joué, qui était la version pré-patchée, était pas digne d'une quelconque forme de louange, si ce n'est que c'était le premier jeu, mais en moins mieux, ce qui n'est jamais amusant à dire, surtout quand on a de la sympathie pour XCOM. Or, le fait est que j'ai de la sympathie pour XCOM. J'ai trouvé le reboot particulièrement réussi, je trouvais intelligent qu'on puisse jouer au pad, et maintenant sur PC on ne peut plus y jouer au pad, sauf évidemment si vous avez le Steam Controller, qui de manière contre-intuitive semble ne pas être fait de
et je vais vous dire simplement ceci, c'est un jeu où vous allez perdre des unités, vous allez devoir vous presser, là on vient de faire un rush de près de 6 tours pour avoir la possibilité d'arrêter un Distress Bacon, ça veut dire que c'était une peinture de Francis Bacon qui avait beaucoup de détresse, semble-t-il, comme la plupart des peintures de Francis Bacon quand on y réfléchit posément, et qu'ici nous avons arrêté ce terrible artifice, donc il n'y aura pas de renfort alien venu à envahir la Terre, ils sont, je vous le rappelle, des terribles stratégaires venus d'une autre planète, un peu comme dans Goldorak, et que c'est comme ça que ça se passe, et que voilà, maintenant vous avez la possibilité d'utiliser un peu plus d'unités, vous avez toujours cette incroyable plaisanterie de vous devez vous occuper de votre magnifique base, parce que c'est comme ça, et que c'est un peu l'hélicarrière de dans Avenger, que vous devez le trimballer aux quatre coins de la Terre pour pouvoir vous battre contre l'envahisseur, cela semble relativement logique, et ici, la particularité spécifique de ce qui vous est offert, c'est que, admettons-le, le jeu est moins pour les pantouflards, vous devrez être plus téméraire pour arriver à vaincre le grand stratégaire, et que c'est une excellente chose, regardez-moi, si ça c'est pas magnifique, je vais toucher 3 incroyables unités, je dois faire attention à pas toucher mon gars, je vais donc essayer de le bouger un peu plus loin, ce serait peut-être d'ailleurs une bonne idée quand on réfléchit à la manière dont ces incroyables aliens construisent l'intégralité de leurs habitations en préfabriqué. Donc ici, grand terrible pouvoir, je ne sais pas si Antoine de Saint-Exupéry se doutait que son œuvre aurait tant de répercussions quand il demandait à un petit enfant, ce n'est pas sale, de lui dessiner un mouton. Ah, vous avez compris la blague, vous êtes donc facilement amusé par des trucs qui ne sont pas nécessairement amusants, mais que, bon, bah voilà, c'était une référence culturelle. Regardez, ces mutons se font des becs, ils sont tout mignons. Donc, ici, ce que vous avez un titre dirigé par Jake Solomon, donc c'est le premier titre sous ce rôle. Il était, semble-t-il, remercié dans le titre précédent, on ne sait pas précisément pourquoi, on ne sait pas précisément comment. C'est produit par Garth DeAngelis, le lead producer du titre précédent, c'est pour ça que c'est plus ou moins le même jeu, hein. Ils ont recyclé le même jeu qui avait coûté beaucoup d'argent et qu'ils ont décidé d'en faire, bah, le même jeu une autre fois avec quelque chose de différent, c'est que vous avez des options supplémentaires qui sont plus proches de cet incroyable système d'expansion que je n'ai pas joué. Pour le premier, vous avez donc des pouvoirs vous avez des nouvelles incroyables unités comme celle-ci qui semble sortie de Mass Effect, et que l'intégralité du jeu profite de ces incroyables effets de la technologie moderne où, c'est certain, il n'y a plus du tout de bug du tout, du tout, même pas du tout, et que ça c'est le 3e patch, et que maintenant le jeu tourne, ce qui est une bonne chose, j'imagine. C'est toujours mieux de jouer à un jeu que, c'est certain, il plante moins. Hein, je veux dire, c'est assez évident, c'était pas ça qu'on espérait dans un jeu, et c'est certain, les gens qui se souviennent de l'époque de l'arcade avaient rarement des machines qui explosaient sous leurs doigts quand ils étaient en train d'utiliser leurs divers talents vidéoludiques sur ceux-ci. Il ne faut pas confondre avec Terror from the Deep, qui sera le prochain jeu, cependant, de cette série, on ne sait pas pourquoi, et que ici c'est un XCOM 2, c'est un XCOM 2 quand même, le premier était sorti en 94 sur Amiga et sur DOS, je vous l'ai déjà dit, et c'est un titre assez similaire que celui-ci, hein, il faut bien se le dire. C'est un jeu, on pourrait même imaginer qu'il serait possible d'y jouer, je sais pas, moi, autour d'une table avec des cartons, des petits morceaux, des petites cartes et des machins et des trucs mûches. Je suis certain qu'il existe un board game XCOM, mais le travail ici est fait pour vous. Vous avez la possibilité de regarder les jolies animations, et c'est un jeu, bon bah, ce n'est pas pour tout le monde, hein, c'est évident. Si vous n'avez pas joué au premier, ça va vous dépayser énormément, et si vous avez joué au premier, attendez-vous à ce que le jeu soit particulièrement dur pendant les premières heures. C'est un jeu dont je pourrais aisément dire, sans faire une quelconque flagornerie stylistique, que c'est un titre qui est plus dur au début qu'il n'est à la fin, car vous savez, il y a ce système évolutif. Vous avez la possibilité de devenir toujours moins mauvais, être un dirigeant des XCOM, et d'ailleurs ça m'énerve, je vais en parler quelques instants, mais j'avais fini le premier XCOM, j'avais pensé avoir sauvé la Terre, parce que c'est un peu comme ça que je fonctionne, je pensais avoir sauvé la Terre, et les choses deviennent toujours de pire en pire autour de moi, même dans le monde de la... Or, ici, le jeu, il prend le parti assez satirique que c'est décidé, vous avez raté, et que c'est comme ça. Donc, dans le deuxième, le monde est dominé par les aliens, et vous allez devoir vous défaire de ces envahisseurs. Certains sont verts, d'autres sont d'autres couleurs mordorées, et c'est comme ça. C'est un jeu, je vous le conseillerais. Il est réussi. Il faut juste que je vous dise qu'il est difficile. Si vous avez jamais eu idée que ceci vous plairait, ça ne vous plaira certainement pas, mais que si vous avez joué au premier jeu, vous y verrez une version plus raffinée du même système de gameplay, une version plus nerveuse, je l'ai déjà dit 3 fois, plus méchante, et surtout, beaucoup moins pantouflard de cette théorie qui, c'est certain, plaît beaucoup aux hommes de 40 à 50 ans, vous savez, parce qu'il faut pas avoir des capacités de gameplay pour jouer à un jeu comme celui-ci, il faut juste avoir des capacités de réflexion, c'est certain, mais cependant, c'est un type de jeu qui mérite d'être vécu au moins une fois, et je vous conseillerais, paradoxalement, de commencer par le premier et d'attendre que celui-ci soit encore plus stable.
Ah ça, c'était vraiment de la lourde pluie, car je suis venu ici vous parler quelques instants supplémentaires de lourde pluie, le fameux jeu de David Cage, un jeu qui a été réalisé par Quantum Break et publié par Sony Computer Entertainment sur PlayStation 3 en 2010 et plus tard sur PlayStation 4 en 2016. C'est un jeu qui a un tel prestigieux lignage qu'il a eu tant d'enfants, métaphoriques bien entendu ces enfants, car il a eu de la descendance, il y a eu au moins 2 jeux qui ont été faits sur la même formule et que c'est donc un grand succès, c'est évident. Et maintenant, 6 ans plus tard, je pense que je peux pour de vrai critiquer le titre, car pour une fois j'ai décidé de me faire plaisir, j'ai décidé de parler d'un titre qui a de l'importance, pour diverses manières, mais certainement pas pour sa contribution au domaine du gameplay pur, c'est évident, mais par sa théorie scénaristique qui a été maintes fois empruntée par bien des titres. Maintenant vous avez l'intégralité des titres Telltale qui sont sur ce modèle, vous avez même certains titres qui sont sur cette même fabrique, comme je ne sais pas moi, Life is Strange. Et donc si vous faites de l'épisodique, en fait vous faites du lourde pluie, vous appuyez sur X pour avoir une émotion, et vous appuyez sur X pour avoir une émotion dans un titre comme celui-ci, qui, je ne sais pas si vous le saviez, avait été inspiré par un disque de Hall & Oates. Et oui, Hall & Oates, le fameux groupe, un duo même quand on y réfléchit posément, qui a révolutionné le monde de la soul en faisant de la musique, que c'était de la musique qui à l'époque était appelée de la blue-eyed soul, c'est-à-dire de la soul de blanc, et qu'ils ont toujours trouvé ça un peu raciste. D'ailleurs, on peut comprendre, quand on fait de la bonne soul et qu'on se trouve être blanc, c'est un peu terrible d'être ensuite, je sais pas moi, avec Johnny England et tous les gens qui faisaient de la très très mauvaise soul de blanc, mais ça existe la soul de blanc, c'est généralement en avant, c'est un peu comme le rap de blanc, je veux dire le mauvais rap de blanc, ça existe aussi, et c'est son sous-genre en quelque sorte, mais quand on fait le meilleur, on espère arriver au corpus majeur de cette incroyable discipline à laquelle on essaye de se plier, c'est-à-dire ici, j'imagine la soul, j'étais en train de parler de la soul, mais pas le groupe, le style musical. Donc en 1970, ils ont sorti un album, et je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, ils pourraient connaître en fait maintenant que j'y réfléchis, parce qu'ils pourraient être audiophiles et savoir qu'à l'époque la musique sortait sur vinyle, elle était sur 33 tours, et dans ce cas-ci en particulier ils en ont tiré un single qui s'appelait Lady Rain. Il est question de Hall & Oates, de Abandoned Luncheonette, un excellent album de 1970 que vous auriez dû avoir écouté, et que maintenant je vais vous dire que décidément ce jeu n'en est pas du tout inspiré, car ici ce que vous avez c'est une aventure interactive dramatique, c'est de là que ça vient cette appellation, c'est une aventure interactive dramatique. Remarquez qu'il n'y a pas marqué le vidéoludique dedans, c'est un jeu qui est écrit et dirigé par David Cage. Vous savez, c'est un homme qui est connu de son vrai nom comme s'appelant David de Nutella, et c'était le créateur à une époque de David Bowie. C'est produit par Guillaume de Fondomière, l'ancien de Cryo Interactive, ce qui n'est malheureusement pas un bon signe, et de Arcs and Tribe. Vous savez, c'est la fameuse, je fais le mouvement guillemet de mes doigts, je sais pas si vous le savez, une compagnie qui était franco-slovène, et il semblerait qu'il ait travaillé dans le domaine de la production d'images de synthèse pour la télévision, et je ne sais pas précisément quoi, mais si vous êtes chez vous, et que vous êtes de chez Arcs and Tribe, vous voulez me donner des informations insider sur ce que vous avez fait pour le domaine de la télévision, appelez-moi. Vous êtes sans doute slovène, alors vous aurez besoin d'un traducteur ou de parler anglais, parce que je peux encore essayer de parler anglais. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec qui ressemble à Ryan McLeod de l'émission Video Gaiden sur la BBC, qui est évidemment disponible sur le YouTube de la BBC maintenant, #Video Gaiden. Vous avez la possibilité de voir l'intégralité de ceci, et le type il est venu braquer un combiné en plein milieu de la nuit, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que je suis le détective Shelby, un homme qui est un puissant prédateur, un homme d'une puissance phénoménale, il se bat contre le crime, il sait même remettre un beau paquet de lessive quelque part avec beaucoup de précautions, parce que ça doit être un produit d'entretien, vous voyez, elle signe que c'est un poison. Alors ici, je vais avancer, je vais essayer de le désarmer, et j'ai déjà joué au moins 4 ou 5 fois cette magnifique séquence dans ma vie, et j'ai jamais réussi à désarmer le malotru du premier coup. Il y a même moyen de récupérer une bouteille de vin, ainsi vous pouvez comprendre, c'est certain, qu'il y a certaines conditions que vous devez avoir dans cet incroyable moment du jeu lourde pluie, un jeu de David de Nutella. Alors le mec, il est toujours en train de braquer un combiné au milieu de la nuit avec un Desert Eagle dont on ne sait pas précisément d'où il le tient, et qui d'ailleurs, il devrait le tenir à 2 mains, et que, oh non, je vais faire semblant d'avoir oublié de garder mes mains en l'air, alors je vais remettre mes mains en l'air. C'est un mec, il est très patient pour un braqueur qui en plein milieu de la nuit attaque un combiné, et voilà. Et une deuxième fois, je fais l'effort de laisser tomber mes mains. Alors la première fois, c'était évidemment un accident, et la troisième fois, c'est bel et bien une blague, mais maintenant, je vais être obligé de mettre mes mains en l'air, et cependant, malgré ces diverses incartades que j'ai fait par rapport à l'ordre, alors je ne sais pas si vous avez déjà été braqué dans votre vie, mais dans cette situation-là, vous devez renforcer l'illusion de puissance de la personne qui vous attaque, et alors vous devez aller dans son sens. Mais oui, évidemment que je vais te donner mon porte. Tout va bien, je suis calme, je suis en train de sourire, je suis en train de parler, je suis un critique vidéoludique, il est évident que tout va très bien se passer. Et là, je suis en train de raisonner avec le type qu'il est en train de un combiné en plein milieu de la nuit avec un Desert Eagle. Et on se demande précisément pourquoi, en quelque sorte. Parce que le type, il aurait déjà pu faire des incroyables efforts de violence pour me désactiver, et que ici, c'est certain, il n'est pas en train de se douter que le scénario, qui est un scénario extraordinairement bien écrit, c'est évident, c'est un chef-d'œuvre de la narration, c'est pas du tout un scénario en branchement un peu trop touffu avec un bon twist à la fin, et que décidément on lui pardonne beaucoup de choses parce que c'était le premier de sa génération. Mais non, que ici il ne se rend pas compte, le braqueur qui est en plein milieu de la nuit en train d'attaquer un combiné avec son Desert Eagle, que
il est obligé d'être désarmé afin que je puisse avoir une conversation avec le type qui se trouve être un marchand dans un truc de nuit, et que ce marchand dans un truc de nuit, il a perdu son enfant aussi, car il y a un tueur de l'origami, et ce tueur de l'origami, il est en train de tuer des petits enfants. Vous savez, il y a un type, j'ai oublié de noter son nom, mais il a son fils, s'appelle Sean. Eh ben Sean, vous ne savez pas précisément qui l'a tué, c'est ça tout le mystère. Vous pouvez y jouer sur PlayStation 4, et pourquoi le faire? Et si vous pouvez vous demander, mais quand va-t-il se taire? Eh ben c'est évident, il va se taire au moment où soudain il va remettre son Desert Eagle sur le marchand, et ainsi un gros gars, que décidément c'est un gros gars, il est pas furtif du tout, il a été vu par le gars pendant qu'il était en train de faire cette magnifique manœuvre, et là maintenant enchaînement de Quick Time Event, c'est ça le riche propos vidéoludique d'Heavy Rain, et vous avez la particularité de pouvoir mettre un malotru KO et un malotru KO en vaut deux, c'est évident, vous connaissez bel et bien cet incroyable adage qui nous vient des temps ancestraux. Et là maintenant vous allez avoir une discussion avec un marchand, et c'est une discussion avec un marchand, si vous avez joué au jeu, vous savez à quel point elle est profonde, vous savez pourquoi elle est profonde, vous savez pourquoi elle est significative. Je ne vais pas aller maintenant vous spoiler un jeu que décidément il a 6 ans, en fait je pourrais si je voulais. Donc il y a des gens qui ont produit ce jeu, je vais vous en parler. Il y a Guillaume de Fondomière, c'est évident, et Charles Coutier qui a travaillé sur Fahrenheit et Beyond Two Souls qui sont good and evil. Vous devrez jouer au jeu pour savoir si elles le sont. Musique de Normand Corbeil qui est semble-t-il mort, ce qui est triste. Alors d'habitude je fais une blague sur le fait que décidément il s'est éteint mais que c'est pas éteint lui-même, et que non, c'était vraiment de l'excellente musique qu'il a fait, donc rest in peace Normand Corbeil. Ça a eu le BAFTA de la meilleure histoire, de la meilleure innovation technique, parce que imaginez que ces graphismes blafards à une époque étaient considérés comme top of the line, c'est terrible à se dire, et que l'award du score le plus original, ça s'appelait bien la musique de Normand Corbeil qui fait du très très beau travail. Alors c'est un jeu paradoxalement, je ne pense pas qu'il ait réussi en termes vidéoludiques, mais il a une petite importance historique maintenant. C'est un jeu, il y a eu des autres tentatives dans ce domaine, c'est un domaine qui a été inauguré par David de Nutella, il y a eu évidemment son Beyond Two Souls qui est très très drôle parce qu'il y a William Dafoe et c'est amusant à regarder d'avoir William Dafoe en 3D qui a du mal à être animé, qu'il se passe des choses qui sont du domaine de, voilà, des scènes disparates qui ont été écrites pour faire plaisir aux acteurs parce qu'ils avaient toujours eu envie de jouer une scène comme ceci, une jouette comme cela, et que ça donne pas beaucoup de sens, ça ne fait pas une histoire cohésive, mais en tant que vignette ridicule, c'est assez amusant à voir. Et si vous avez envie de jouer à celui-ci, il est disponible maintenant sur PlayStation 4 où c'est un tout petit peu moins moche, me dit-on, mais ça ne fait pas un meilleur jeu vidéo. Mais ça fait une belle histoire que décidément c'est un bel effort d'écriture, mais c'est pas vraiment très vidéoludique. Cependant, ça a une forme d'intérêt. Et cette forme d'intérêt, c'est que c'est très étrange, c'est un ce petit goût suranné. Maintenant, on se dit c'est amusant. À une époque, c'était vu comme le futur du jeu vidéo, mais que c'était pas le futur du jeu vidéo. Ça vous fait quoi de avoir tué un dieu shintoïste? Mais surtout un de cette taille-là. Le plus important, c'est que je n'ai absolument rien fait. Ce qui était important. Le Nil, je n'en sais absolument rien, mais il faut lui demander. Tué un monstre gigant. C'était plaisant et je pense que les gens ont payé pour ça. Et il est où le Nil? C'est dur à savoir, surtout mais il faut lui demander à lui, en fait. Et ça vous fait quoi d'avoir tué un dieu shintoïste? Écoutez, moi je suis pas particulièrement porté sur les dieux shintoïstes, donc un de plus, un de moins, j'ai rien à Le plus important, je pense, où est le Nil? Ok, Siri, il est où le Nil? Le Nil est en Égypte. Chaque fin est le début d'autre chose. Tel est le message que Clock Tower arrive à émisser dans le cerveau de son utilisateur. C'est un jeu très particulier que je vous ai ici sélectionné car c'est un de ces grands chefs-d'œuvre dont je n'ai jamais eu le temps de parler. Et vous savez pourquoi je n'ai jamais eu le temps de parler de Clock Tower? Parce que j'étais occupé comme un idiot à essayer d'arriver à devancer une actualité dont on ne sera jamais maître, mais qu'on peut toujours être son esclave. Et que le problème de cette incroyable démarche, c'est que de toute manière, le système est totalement tilté pas en votre faveur et que vous n'aurez jamais la possibilité d'arriver à pouvoir devancer l'actualité parce que l'actualité est toujours d'actualité, que vous êtes un seul homme et que vos moyens sont limités. Alors le mieux que vous puissiez faire, je pense, c'est aussi de prendre le temps de temps à autre de vous cultiver. Et ici, j'ai décidé de me cultiver et vous avez de la chance parce que je suis actuellement dans une position idyllique. Je suis en train de parler d'un chef-d'œuvre de la question vidéoludique. J'y ai joué, je viens de le terminer et en plus, je l'ai adoré et je le trouve vraiment excellent. Vous allez entendre quelques instants parler de Clock Tower. C'est un jeu développé et publié par Human Entertainment sur Super Famicom en 95 et plus précisément 9 mois après la sortie au Japon de la PlayStation. Alors la PlayStation, c'est une machine qui à l'époque avait révolutionné le monde du jeu vidéo en passant de la cartouche au système de stockage optique. Là, c'était un CD, c'est dire si c'est suranné à l'époque, avoir 650 émos d'informations sur un seul disque, c'était énorme et on pouvait avoir des cinématiques, des graphismes polygonaux, des trucs comme ça et donc ce jeu-là, il est sorti obsolète. Et c'est aussi pour ça que chaque fin est le début d'autre chose car là, le monde du
jeu de survival horror avait été révolutionné. Il avait été révolutionné par un titre qui semble certes suranné maintenant, mais qui a la particularité d'être un excellent point and click japonais, je vous l'ai déjà dit, mais en plus un titre qui fait peur. Et ça c'est beau, parce que on sait très bien que de l'autre côté de l'écran, je veux dire, vous êtes un homme ou une femme ou autre chose, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais vous êtes donc quelqu'un avec une forte représentation de vous-même, vous savez que vous êtes courageux, vous savez que si jamais la situation tourne mal, vous aurez probablement le bon réflexe, parce que vous êtes un être humain avec une forme de fibre éthique, et que vous savez cependant ceci, ce petit jeu-là, il va vous faire peur. Il va vous faire peur, pourquoi? Parce qu'il va arriver à vous déstabiliser, et que la peur, ce n'est pas simplement le bout et il se passe quelque chose, ça c'est simplement la surprise, et la surprise existe, il y en a dans ce jeu, mais il y a aussi de la terreur. Vous allez réfléchir à ce qui se passe dans ces grands moments que parfois le cinéma peut susciter, comme par exemple, je sais pas moi, Phenomena d'Argento, qui est le jeu qui a été visiblement, le film plutôt, qui a été visiblement plus ou moins adapté de manière relativement peu sympathique et un peu mercenaire par Human Entertainment, mais ils en ont tiré un chef-d'œuvre, donc cela semble logique. Je vais simplifier. Vous êtes dans le manoir de la famille Barrows, un peu comme Clyde Barrow, sauf qu'il y a un S à la fin, et que ici vous allez rencontrer le terrible mystère qu'il y a autour de cette demeure. Qui est ce César Man, l'homme qui a les ciseaux en main, qui vous fera très peur, parce que c'est certain, il a des coupes, et il pourrait vous décapiter si jamais il le voulait. Et d'ailleurs, il le veut, parce qu'il est particulièrement méchant et vicieux. Et ce type, c'est quelqu'un de méchant, voilà, c'est quelqu'un de vraiment, vraiment méchant, c'est quelqu'un de méprisable, c'est quelqu'un que vous ne savez absolument pas pourquoi, mais il vous hait. Et ce que vous savez simplement, c'est qu'une femme qui s'appelle Mary, qui était la chef de votre orphelinat, a essayé de vous amener ici afin que vous soyez adopté. Quel est son lien à cette affaire? Y a-t-il un lien à cette affaire? Vous le découvrirez en jouant au jeu, c'est tout ce que je vous dirai, car c'est un titre qui fonctionne intégralement sur la qu'il arrive à en susciter dans les gens. Oh, ces moments terribles de flottement où tout d'un coup vous commencez à comprendre le scénario et ainsi la réflexion se met dans votre tête et vous vous dites que l'on est passé du domaine de l'horreur à celui de l'épouvante, du domaine de cette incroyable peur basée sur la surprise, l'on est passé à cette terreur basée sur ces monstres qui sont dans votre propre cerveau, ceux-là même qui sont du domaine de la réflexion. Alors ici, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un titre dirigé par Ifumi Kono. Vous savez, il est en train de travailler sur le projet Sisters, ça a été sur bel et bien Kickstarter. C'est un scénariste, il a travaillé sur Michigan, c'est lui qui avait inventé l'histoire de Michigan, et on peut dire des choses sur Michigan, mais il me semble que c'est un des meilleurs jeux d'horreur à bas budget, parce que c'était visiblement un jeu qui avait pas le budget nécessaire à avoir la possibilité d'être le jeu qu'il pensait être, et que voilà, ils sont arrivés avec un concept qui était modique, et qui fonctionne plutôt bien. Je veux dire, il y a beaucoup de maladresse dans le jeu, mais on peut pas douter du fait qu'il est au moins efficace. Il a travaillé sur plusieurs jeux dont il était le directeur. Ifumi Kono, il a travaillé sur Infinite Space, les deux titres Clock Tower dépourvus d'un chiffre qui étaient sur PlayStation et qui sont bien inférieurs à celui-ci, et les Steel Battalion sur Xbox. Il est aidé dans la production par Hiroyasui Shizaki, qui a travaillé sur le game design de Dragon Seas, et c'est programmé par Naoki Sonoda, Naoki Sonoda. D'où me vient ce Senada? C'est sans doute à cause du catcher, justement, Senada, vous savez. Et Naoki Sonoda, il a travaillé sur The Fireman, Super Fire Pro Wrestling X Premium, et il est aidé dans tout ceci par Nobuo Fuji, qui a travaillé lui aussi sur The Fireman, mais qui a aussi été programmeur sur Final Fantasy 9. Voilà. Il faut comprendre que Human Entertainment, d'accord, tout le monde connaît pas Human Entertainment, c'est parce que les gens ne sont pas très cultivés, mais c'est une compagnie qui a certes enfanté Goichi Suda, mais bon voilà, admettons-le, il n'était pas considéré comme quelqu'un de particulièrement doué quand il était chez Human Entertainment. Il y avait des types qui étaient particulièrement plus doués dans le domaine du game design, et ils travaillaient pour eux, et ils ont fait des jeux comme Kabuki Quantum Fighter, dont je vous ai déjà parlé, qui était une coproduction avec HAL, et qui avait la particularité de, vous savez, HAL Laboratories, oui, la succursale de Nintendo, ils avaient le droit d'éditer des jeux à une époque, et ça faisait des bons jeux. On sait pas pourquoi ils n'ont plus le droit, il faudra demander à Nintendo. Ils ont travaillé aussi sur les Fire Pro chez Human Entertainment, et là maintenant on est en train de s'enfuir du jeu, voyez-vous, on est en train de s'enfuir du jeu, et c'est aussi pour ça que chaque fin est un commencement. Là on est vers la fin du pixel, excusez-moi pour le passage au polygonal. On a aussi des fins dans le jeu qui vous disent que décidément, non, vous pensiez que c'était la fin, mais ce n'est que le début, parce que vous avez beaucoup de chemin à faire avant de dormir, et que c'est certain, le jeu commence à vous tenser, il commence à vous voir de loin, il commence à comprendre comment vous fonctionnez, et il est en train, comme un piège bien monté par un grand game designer, à se refermer sur vous, à vous en couper tous ces échappatoires. Et en ça, c'est un excellent jeu vidéo. Vous devriez y avoir joué. Mais vous devriez aussi savoir qu'il a été produit par une compagnie qui était parmi les meilleurs spécialistes de choses étranges. Ils avaient les meilleurs jeux de catch. Ils avaient fait un étrange jeu qui s'appelait SOS ou Septentrion, peut-être, que vous avez entendu parler de ce jeu sur Super NES. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que c'est à peu près les mêmes graphismes que dans Septentrion. Le style maison Human Entertainment était encore là, et quand vous voyez l'animation de cette série de jeux, ben voilà, c'était pareil dans les Fire Pro, qui étaient des jeux de catch. Donc c'est des jeux qui sont assez raides, mais ils fonctionnent quand même. Ils avaient aussi à une époque produit Final Match Tennis, qui était parmi les meilleurs jeux de tennis jamais sortis, et il faut dire que pendant des années, jusqu'à la sortie de Virtua Tennis 2, en quelque sorte, les gens étaient là, oui, mais c'est la meilleure simulation, et il y a des gens qui disent encore que c'est la meilleure simulation de tennis, mais il faut se dire que les jeux de tennis, c'est parmi les jeux les plus durs à faire au monde, en fait.
faire un jeu amusant du sport du tennis, c'est très compliqué. Et ils étaient capables de faire ça chez Human Entertainment, ils ont aussi fait. Et ici, vous avez un jeu, vous devriez y avoir joué, mais si vous n'avez pas le temps d'y jouer un jour, je vous en parlerai, je vous montrerai comment son fonctionnement est censé être opéré. Car, sachez-le, dans ce jeu, toutes les fins sont un commencement. Donc, comme vous le savez, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez bien entendu gagner le scénario signé par le masque. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Cependant, il faudra pour cela que vous deviniez quels jeux ont été sélectionnés par les spectateurs du Patreon dans cette incroyable sélection de 6 titres. Je n'ai évidemment que 5 doigts sur ma main droite. Vous pouvez imaginer le supplémentaire. Il vous fera plaisir. Je vous dis à bien sûr, à bientôt, dans bientôt de plus d'aventures de Le Push-Tard. Dans le prochain épisode de Push-Tard. Masque, je vois que tu es arrivé à détruire mon robot géant avec ta poubelle magique, mais la prochaine fois, ça ne se passera pas comme ça. Je te lance un défi. Tu sais où, tu sais quand, ce sera notre combat final. Et si tu as envie de te défiler, sache que moi aussi, je sais où sont enterrés les cadavres.